Filippo, qui est l'invité tout de suite de Paul Larouturou et d'Agathe Lambray. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Docteur en géopolitique, auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu chez Odile Jacob. C'est tout un pays et bien au-delà qui est suspendu à la libération des otages aujourd'hui. 7 d'entre eux ont déjà été remis par le Hamas. Des otages enlevés lors de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023. Après plus de 737 jours de détention, beaucoup sont morts. On va essayer de comprendre avec vous comment cette opération a été rendue possible aujourd'hui, à quoi va ressembler le jour d'après, pour eux, pour Israël, pour la région. Mais d'abord, comment vous qualifiez ce moment? Est-ce un moment de bascule? Est-ce un moment historique? Est-ce le premier pas vers la paix? Alors, en tout cas, c'est un moment très important dans la mesure où les fanatiques aujourd'hui ont perdu la guerre. Je dis bien les fanatiques. Tous les fanatiques, et c'est la raison pour laquelle on peut se réjouir de ce qui se passe, au-delà même évidemment du sort des otages et de leurs familles, parce que en réalité aujourd'hui le Hamas manifestement ne dispose plus de la capacité militaire de projeter de la violence en Israël, ça fait déjà un certain nombre de mois, mais il ne dispose plus non plus d'un soutien politique dans le monde arabo-musulman, et ça c'est totalement nouveau. Il est absolument isolé, d'ailleurs il ne dirige plus que sur des ruines et des tunnels, et on voit bien d'ailleurs qu'il est très contesté en interne. Et de l'autre côté, l'extrême droite israélienne, évidemment, a échoué, puisque les 2, voire 3 ministres messianistes extrémistes qui font partie de la coalition souhaitaient chasser la population palestinienne de Gaza et rétablir des implantations. Et évidemment, ça ne se fait pas et ça ne se fera pas. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les fanatiques et leur soutien, et malheureusement leur soutien d'extrême gauche en Occident, aujourd'hui sont perdants. Vous dites les fanatiques ont perdu la guerre, on va y revenir tout à l'heure, mais on part tout de suite sur la place des otages à Tel Aviv. Bonjour Valérie Krova, vous êtes sur place, quelle est l'ambiance autour de vous ? Alors cette place qui est devenue emblématique de Tel Aviv s'est remplie au fur et à mesure. Certains ont passé la nuit sur place pour être devant l'écran géant censé retransmettre les premières images des anciens otages qui ont recouvré la liberté, des hommes libres enfin, mais ces images tardent pour l'instant à nous arriver. Quand on a appris que le premier groupe de cet otage avait été relâché par le Hamas, il y a eu des cris de joie bien sûr, mais aussi des larmes, pour certains des étreintes. Les gens se sont tombés dans les bras les uns des autres. C'est dire l'émotion qui règne ici. Sur une pancarte, une jeune femme a écrit « On vous attend à la maison jusqu'au dernier otage ». Merci beaucoup Valérie Krova à Tel Aviv avec Laurent Macchetti. Frédéric Ancel, sur 48 otages, seulement 20 sont vivants. Donc ce matin à Tel Aviv, c'est un mélange de liesse teinté de tristesse. Oui, c'est vrai, d'autant plus que ces 2 dernières années, plusieurs dizaines d'autres otages ont été littéralement abattus par le Hamas. Donc tristesse, c'est vrai, et en même temps, vous avez de la part aujourd'hui de la grande majorité des Israéliens un sentiment de victoire. Pourquoi ? Parce que non seulement à la fin des fins, il n'y a plus d'otages aujourd'hui, enfin dans quelques heures, il n'y en aura plus dans la bande de Gaza, et c'était ça vraiment la plaie ouverte au sein de la société israélienne, mais au-delà de ça, il n'y a plus objectivement aux frontières d'Israël de menaces tactiques façon pogrom 7 octobre. Ce n'est plus possible. Notamment, on pourrait y revenir parce que le Hezbollah a été cassé il y a un an de cela, et parce que la menace nucléaire iranienne a été considérablement affaiblie. Les ennemis d'Israël ont été mis hors d'état de nuire, ce que vous dites aujourd'hui. Alors en tout cas, pour l'instant, il n'y a plus de menace stratégique contre Israël, ça c'est une évidence, mais au-delà de ça, aux frontières immédiates de l'État hébreu, non, effectivement, il n'y a plus de menace tactique. Et le Hamas lui-même, je disais tout à l'heure, a très concrètement perdu la guerre, notamment au regard de ses objectifs originels, puisqu'on sait que Sinwar, son chef apocalyptique, qui a été abattu par l'armée israélienne il y a un an, considérait que le coup de force et le pogrom, en fait, qu'il voulait organiser le 7 octobre, allait abattre l'État d'Israël. Or, il a réussi l'exploit de faire très exactement l'inverse, et à l'échelle régionale. Vous avez dit ce soir il n'y aura plus d'otages, sauf qu'il y a la question très sensible de la localisation, sachant que le Hamas lui-même a reconnu ne pas savoir où étaient tous les corps des otages présumés morts. Donc peut-être que tous ne seront pas libérés aujourd'hui ou ce soir. On ne le sait pas. C'est pas faux d'ailleurs. Vous avez raison de parler des otages vivants, mais il y a des dépouilles aussi, plusieurs dizaines de dépouilles donc d'otages abattus par le Hamas. Et effectivement, il faut bien comprendre que le Hamas
Hamas exerce une férule totalitaire sur la bande de Gaza depuis son putsch contre l'autorité palestinienne de 2007, mais il n'est pas le seul. Il y a le djihad islamique qui le seconde, et puis un certain nombre de clans, de sous-clans, parfois de familles qui ont des accords d'allégeance avec le Hamas et qui avaient capturé également des otages. Donc effectivement, le Hamas n'est même pas en capacité de pouvoir rendre la totalité des dépouilles, voire des otages, ce qui, entre parenthèses, indique qu'il n'est pas si fort stratégiquement que cela au sein de la bande de Gaza. C'est une opération extrêmement sensible, cette libération des otages. Israël a essayé de tout anticiper, tous les scénarios. Le premier objectif, c'était d'éviter les mises en scène macabres du Hamas. Le mot d'ordre, c'était sobriété. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça a été l'une des exigences des négociateurs israéliens, c'est que les scènes effectivement macabres et machiavéliques qui avaient émaillé la libération d'un certain nombre d'otages il y a plusieurs mois de cela ne puissent pas se reproduire. Et de ce point de vue-là, le Hamas, même ça, a été obligé de l'accepter. Il faut bien comprendre que lorsque vous reprenez l'intégralité du plan Trump, mais on pourrait aussi évoquer le discours d'Emmanuel Macron à l'ONU, le Hamas est non seulement qualifié de terroriste, de barbare, mais il doit être démilitarisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, parce que même au sein de la Ligue arabe et au-delà de la Ligue arabe, des États musulmans puissants comme la Turquie, aujourd'hui demandent là le désarmement du Hamas. Et on va y L'avantage, c'est qu'on a exactement, Agathe, on a le temps d'y revenir, mais vous parliez à l'instant de Donald Trump. Justement, j'aimerais que nous l'écoutions au moment où il a pris l'avion pour partir donc des États-Unis à Israël, où il est en train de se rendre dans son avion et il fanfaronne auprès des journalistes. Écoutez-le. Tout le monde est heureux, que ce soit les juifs, les musulmans, les pays arabes, tout le monde danse dans les rues. Je crois que l'on n'a jamais vu ça depuis 3000 ans. 3000 ans, il n'exagère pas un tout petit peu, Donald Trump, Frédéric Ansel? Un tout petit peu, oui. Non, mais si vous voulez, le personnage en soi est une scénographie intrinsèque. Enfin, je veux dire, Donald Trump fanfaronne, vous l'avez très, très bien dit, en permanence. Alors, ce n'est pas pour lui retirer au moins un point positif, c'est que sa détermination, à la fin des fins, elle a payé. Mais attention, là, il évoque la paix, ce n'est pour l'instant qu'un cessez-le-feu. Je le répète, c'est déjà très important et c'est réjouissant parce que de toute façon, il n'y aura pas de processus de paix sans qu'auparavant, il y ait eu un cessez-le-feu. Ça reste une grande victoire pour lui, quand même. Alors c'est une victoire pour lui, mais est-ce qu'il n'est pas allé au secours de la victoire d'Israël? Parce que sur le terrain, le rapport de force, parce que vous adressez à un géopolitologue, alors moi je peux vous dire que sur le terrain, le rapport de force militaire a créé ou a encouragé un rapport de force politique, dont je parlais il y a un instant, puisque même les États arabes aujourd'hui considèrent que le Hamas c'est terminé. Et donc Trump est à la fois cause et conséquence de cela, mais en réalité aujourd'hui, il récupère surtout les fruits et il en joue beaucoup sur le plan communicationnel, c'est Trump, des victoires militaires d'Israël sur le terrain. Et en même temps, il est accueilli comme un héros par une société israélienne qui en veut aussi pour partie à Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump s'est plus investi dans la libération des otages que le Premier ministre israélien? Oh là, alors, c'est très difficile à dire. Il s'est investi dans la libération des otages, c'est évident, mais pour reprendre votre terme de tout à l'heure, il a à maintes reprises fanfaronné ces derniers mois, d'ailleurs y compris pendant sa troisième campagne présidentielle, celle qu'il a menée à son deuxième mandat. Et je vous rappelle que dès sa prise de fonction en janvier dernier, il avait intimé l'ordre au Hamas de libérer dans les prochaines heures, je crois qu'il avait parlé de 24 heures, 48 heures, les otages. Bon, il a fallu 7 mois, mais en même temps, encore une fois, ne boudons pas notre plaisir, le cessez-le-feu qui a été obtenu du fait qu'il a tapé du poing sur la table, et qu'il a d'ailleurs aussi tordu le bras à Benjamin Netanyahou, est quelque chose d'extrêmement positif. Certains voudraient rebaptiser la place des otages à Tel Aviv la place Trump. Et puis on le sait, Donald Trump rêvait du prix Nobel de la paix. Alors c'est râpé pour cette fois puisque c'est la chef de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado qui l'a eu. Mais est-ce que vous pensez que ce qu'est en train d'obtenir Donald Trump peut lui valoir un Nobel de la paix? Oh bah oui, alors moi je ne suis pas évidemment dans le jury, mais pourquoi pas? Je pense que c'est assez logique qu'il n'ait pas eu, en tout cas au moins de ce point de vue-là, cette année, parce que encore une fois, ce n'est pas on n'est même pas en train d'enclencher un processus de paix. On en est qu'à un cessez-le-feu et encore. Et attendez, parce que c'est un cessez-le-feu entre l'État d'Israël et en fait dirigé par une coalition ultranationaliste qui l'an prochain, lors des prochaines les élections législatives qui auront lieu, ne pourra pas se maintenir. Toutes les enquêtes d'opinion le disent. Donc c'est un gouvernement, j'allais presque dire, une coalition provisoire. Et de l'autre côté, le Hamas, j'insiste, plus personne n'en veut. Donc dans les prochains mois, il ne sera plus dirigeant dans ce qui reste de la bande de Gaza. Donc ce n'est qu'un cessez-le-feu, mais
Si on devait, grâce à cela, grâce aux efforts de Trump, parvenir au réenclenchement d'un processus de paix, notamment entre un gouvernement israélien modéré et l'autorité palestinienne, à la grande absente, hélas, de ce plan, alors oui, je pense que ça pourrait lui valoir un prix Nobel de la paix. Je rappelle que des prix Nobel l'ont eu, enfin des impétrants l'ont eu pour moins que ça. Je me permets de rappeler quand même que Barack Obama l'a eu en arrivant au pouvoir alors qu'il n'avait encore strictement rien fait. Frédéric Ancel, au moment où vous nous parlez, on voit l'avion de Donald Trump qui est en train d'atterrir en Israël. On va écouter Mariam, la sœur d'un prisonnier palestinien, au micro de France Info. Marie-Pierre Véro à Ramallah. Des t-shirts, des chaussettes, des sous-vêtements. J'ai aussi mis du parfum. Toutes les familles de prisonniers attendent ce moment. Mais nous avons peur qu'à la dernière minute, ils ne suppriment des noms de la liste. Je n'y croirai que quand je le verrai et pourrai le serrer dans mes bras. L'autre point crucial de la première partie de ce plan, l'une des contreparties à la libération des otages, c'est donc la remise en liberté de prisonniers palestiniens, certains condamnés à la perpétuité, d'autres arrêtés depuis le 7 octobre. Quel est le profil exactement de ces prisonniers? Est-ce que aujourd'hui, potentiellement, Israël remet en liberté des terroristes en puissance? Mais c'est bien le problème, c'est que Sinwar, qu'on évoquait tout à l'heure, qui a organisé le grand pogrom du 7 octobre, il avait été échangé parmi 1070 autres prisonniers contre un otage israélien, c'était Gilad Shalit, au début des années 2010. Autrement dit, une grande partie de la société israélienne considère qu'il était très important de tout faire pour libérer les otages, y compris d'élargir donc des prisonniers palestiniens, sauf que on ne savait pas dans quelle mesure, et beaucoup d'Israéliens ne savent pas dans quelle mesure, parmi ces gens-là, il y aura de futurs Sinwars. Et c'est la raison pour laquelle les Israéliens, y compris d'ailleurs les centristes et jusqu'à la gauche du spectre politique, considèrent que l'État, enfin, ou le futur État palestinien, et de toute façon aujourd'hui déjà, la bande de Gaza doit être totalement démilitarisée pour qu'un certain nombre de ces gens-là, même s'ils le voulaient, ne puissent pas reperpétrer un pogrom comme celui du 7 octobre. Comment analysez-vous le fait que Marwan Barghouti, surnommé le Mandela palestinien, va rester en prison? Est-ce que c'est une façon de garder un symbole politique sous clé? Non seulement un symbole politique, mais une alternative. Et là, je serais moins pessimiste que beaucoup d'autres observateurs. Le jour où un véritable processus de paix est enclenché entre un gouvernement israélien modéré et l'autorité palestinienne, j'y reviens, je pense que c'est la grande absente du plan Trump, à mon avis, hélas, parce qu'il faudra bien qu'une autorité palestinienne, d'une manière ou d'une autre, prenne la place, ou reprenne la place du Hamas. Remplacer Mahmoud Abbas? Et voilà. Et alors Barghouti a au moins un avantage. D'abord, il est très représentatif des Palestiniens et très apprécié, notamment parce qu'il a fait beaucoup d'années de prison, et il a affirmé à plusieurs reprises être d'accord avec la solution des deux États. Ce qu'évidemment le Hamas a toujours rejeté avec la dernière énergie la plus antisémite possible. Ce n'est pas le cas de Barghouti. C'est la raison pour laquelle je crois, de manière peut-être assez optimiste, qu'à terme ça puisse être encore plus qu'un symbole, mais un véritable atout dans des négociations entre l'autorité palestinienne et Israël. Là, il reste en prison. Et pour l'instant, il reste en prison. Frédéric Ancel, Benyamin Netanyahou en Israël s'apprête à accueillir Donald Trump devant le tapis rouge au pied de l'avion du président américain. Dans un instant, cette question notamment, le Hamas finira-t-il par rendre les armes? Mais d'abord, il est 8h47 et c'est l'info en 1 minute avec Diane Ferschit. Compte à rebours lancé pour le nouveau gouvernement, déjà menacé de censure par le RN et la France insoumise. Il tiendra son premier conseil des ministres demain matin. Le Premier ministre Sébastien Lecornu fera sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale demain après-midi. 34 ministres au total ont été nommés. Mélange de société civile et de profils plus expérimentés. Parmi les arrivés, Serge Papin, ancien patron de Système U, nommé ministre des PME, ou encore la navigatrice Catherine Chabot, ministre de la mer. Notre combat n'est pas terminé, c'est ce qu'affirme le Forum des familles d'otages israéliens ce matin. Après les premières libérations, cet homme remis à la Croix-Rouge sur les 20 dont les noms figurent sur la liste publiée par le Hamas. La foule réunie place des otages à Tel Aviv a exprimé sa joie. Le président américain Donald Trump vient d'atterrir à Tel Aviv. Il va être accueilli par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à quelques heures du sommet de la paix à Gaza, sommet qui se tient aujourd'hui à Sharm el-Sheikh en Égypte. De son côté, Emmanuel Macron estime que la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et pour la région. Arrêt de la production à partir d'aujourd'hui pour 3 semaines sur le site Stellantis de Poissy en région parisienne. 2000 des 2500 salariés sont mis en chômage partiel et en congé par le groupe automobile. En cause, un marché difficile en Europe d'après la direction. France Info. Avec Frédéric. Le 8h30 France Info. Agathe Lambray.
Paul Larouturou. Avec Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po, auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu chez Odile Jacob. Au moment où l'on se parle, l'Air Force One de Donald Trump vient d'atterrir en Israël. Ouais, effectivement, à l'aéroport Ben Gurion, le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui attend sur le tapis rouge la porte d'Air Force One qui est en train qui n'est pas encore ouverte, mais l'avion a atterri. Est-ce que, Frédéric Ancel, vous pouvez nous dire à quel point le programme aujourd'hui est important et notamment ce discours de Donald Trump devant la Knesset, devant le Parlement israélien, ce qui est rarissime. Oui, absolument, c'est rarissime. C'est une façon pour le président américain de valider le maintien de la puissance d'Israël, un soutien américain dont beaucoup d'observateurs, à mon avis, un peu trop hâtifs ou paresseux, considéraient qu'il était remis en cause. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas été, ni sur le plan politique, ni sur le plan militaire, avec tout de même une nuance. Et je pense que Netanyahou n'est pas au confort complet. Pourquoi ? Parce que dans le plan de Trump, même si ça arrive tout en bas des points proposés par Trump, il y a quand même cette perspective des deux États. Et donc il est bien évident que l'actuelle coalition dirigée par Netanyahou est farouchement opposée à cette perspective. Et on l'entendait ce matin dans la matinale de Jérôme Chapuis, les routes sont pavoisées avec des drapeaux américains. Agathe le disait tout à l'heure, il est accueilli aujourd'hui comme un héros, Donald Trump. Oui, c'est vrai. Les Israéliens, si vous voulez, eux, considèrent que c'est quand même grâce à lui que le cessez-le-feu intervient, et encore une fois qu'il intervient dans des conditions finalement favorables, voire très favorables. Bon, ça c'est un point positif. Mais je pense que quelqu'un subit une véritable injustice dans cette histoire, c'est Joe Biden. Parce que à la fin des fins, Joe Biden aura été extrêmement proche d'Israël aussi, et à un moment très crucial. Donc, il a agi dans l'ombre, c'est ça ? Les premiers mois de la guerre. Alors, dans l'ombre, oui, mais pas seulement, parce que les armes américaines avaient continué d'être proposées, et vendues et parfois offertes à Israël. Et j'ai presque envie de vous dire que l'ombre portée d'un Barack Obama devrait être mentionnée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Obama avait été très sévère avec Netanyahou. Il lui avait tordu le bras en lui imposant en 2009 justement de dire publiquement qu'à terme la seule perspective c'était celle des deux États. Mais Obama, on l'avait considéré comme très sévère vis-à-vis d'Israël, sauf que les fameux F-35, les chasseurs bombardiers américains dernier cri, qui ont permis à Israël de repousser, sans doute très loin dans le temps, voire définitivement le nucléaire, la menace nucléaire iranienne. Ces mêmes F-35 qui ont permis de frapper très durement les Houthis au Yémen, le Hezbollah et même le Hamas, eh bien c'était Barack Obama qui les avait vendus à Israël. Frédéric Ancel, en parallèle, aujourd'hui un sommet pour la paix à Gaza a lieu à Sharm el-Sheikh, en Égypte, un sommet qui sera présidé par le président Sisi, le président Trump, une vingtaine de pays présents, mais pas de responsable israélien, aucun responsable du Hamas. Est-ce que ça peut quand même donner des résultats ? C'est quoi l'enjeu de ce sommet ? Je pense. Alors d'abord, ça signifie que l'Égypte a un rôle fondamental à jouer, ne serait-ce que pour des raisons géographiques. L'Égypte, évidemment, et elle le joue déjà depuis plusieurs jours. Et bien sûr, et depuis même plusieurs semaines. L'Égypte jouxte évidemment à la fois Gaza et Israël. Bon, ça c'est évident. Premier point. Le deuxième point, c'est un pays qui est toujours resté en paix avec Israël, pays arabe, je veux dire, et c'était le premier à signer la paix avec Israël en 78 lors des accords de paix de Camp David. 3, c'est un régime modéré sur la question israélo-palestinienne. Et 4, c'est un régime qui craint comme la peste, lui aussi, les frères musulmans et donc le Hamas. Maintenant, pour ce qui concerne l'absence d'Israël et du Hamas, c'est assez logique parce que l'un ne reconnaît pas l'autre et vice-versa. C'est même le moins qu'on puisse dire. Et par conséquent, c'était inimaginable qu'ils puissent se serrer la main, notamment, encore une fois, le Hamas qui, lui, de toute façon, est littéralement interdit maintenant dans une bonne partie des États arabes. Et les frères musulmans, eux, sont interdits en Égypte. Donc l'important, c'est que les puissants se retrouvent au sein d'un État géographiquement proche et politiquement modéré. Tout à l'heure, vous l'évoquiez, cette question du désarmement du Hamas. Il en sera question lors de ce sommet, parce qu'elle est prévue dans le plan Trump, cette clause du désarmement. Un responsable du mouvement a déclaré anonymement à l'AFP que la remise des armes proposées est hors de question et pas négociable. Est-ce que c'est très mal parti ou est-ce que ça signifie que certains points de ce plan ne sont pas réalistes ? Mais je vais vous dire, c'est bien parti du point de vue du maintien du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, faute de combattants. De toute façon, le Hamas n'a plus la capacité de projeter de la violence, comme je le disais, sur Israël. En revanche, je reprends votre expression très juste, c'est mal parti du point de vue de la paix civile au sein
de la bande de Gaza, parce que si les terroristes du Hamas, dont on voit à quel point ils se comportent comme des barbares, y compris vis-à-vis de leur propre population, et c'est pas nouveau d'ailleurs, ne veulent pas désarmer, il faudra bien que quelqu'un le fasse. Or, si les Israéliens ne le font plus, d'ailleurs la population israélienne ne veut pas se maintenir à Gaza, si les Américains n'enverront pas un seul homme, si les Européens ne le feront pas, qui d'autre que l'autorité palestinienne? C'est pour ça que j'insiste, parce que, et je le disais tout à l'heure, Gaza est un territoire palestinien, la population elle est à 100% palestinienne, et il faut bien par conséquent que l'autorité palestinienne, légale et légitime en droit international, revienne dans la bande de Gaza, mais attention, je le dis de manière extrêmement forte, ce sera à elle de faire le sale boulot. De la même manière que, à plusieurs reprises, des gouvernements israéliens avaient ordonné le démantèlement d'un certain nombre d'implantations, notamment à Gaza, d'ailleurs, en 2005, de la même manière, des Palestiniens, une autorité légitime, doit désarmer le Hamas dans la bande de Gaza. Vous dites que les Israéliens ne veulent plus être dans Gaza. Bezalel Smotrich, ministre israélien suprémaciste, a appelé jeudi Israël à continuer à utiliser toute sa force pour éradiquer le groupe islamique, et ce, immédiatement après que les otages seront rentrés chez eux. Est-ce que ça signifie que les combats peuvent reprendre ? Je ne le crois pas, parce que cette extrême droite messianiste, elle est minoritaire. D'ailleurs, on l'a bien vu lors du vote dimanche dernier au sein du gouvernement israélien. Et dans les enquêtes d'opinion, le susmentionné Smotrich, il ne passe même pas le seuil d'éligibilité en ce moment dans les sondages. Donc c'est pour vous dire que cette extrême droite-là, elle pousse évidemment au feu en permanence, mais elle n'est pas, et de très loin, majoritaire au sein de l'opinion israélienne. Dans quelques secondes maintenant, le président américain va descendre de son avion. On voit le Premier ministre Benjamin Netanyahu accompagné de son épouse. On sait que Donald Trump va être accompagné de Jared Kushner et de sa fille Ivanka Trump. Benjamin Netanyahu a toujours juré que jamais, au grand jamais, il ne négocierait avec le Hamas. Il est en train de le faire sous la pression de Trump. C'est un tournant politique aussi pour lui? Alors je ne le crois pas, parce que en temps de guerre, je vais vous dire, tout le monde négocie avec tout le monde. Mais tout le monde dit qu'il ne négociera pas avec les belligérants. D'ailleurs, ça ne s'est pas fait directement, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, en répondant à votre question, je disais qu'il était logique qu'à Sharm el-Sheikh aujourd'hui, le Hamas et Israël ne se retrouvent pas ensemble, parce qu'évidemment, officiellement, ils ne négocient pas. En réalité, techniquement, pendant la guerre, on négocie toujours. Maintenant, pour reprendre votre terme très intéressant, le tournant politique, ça pourrait être un tournant politique pour Netanyahou si, dans les prochains jours, les prochaines semaines, fort de cette, allez, on va dire de ce 3/4 victoire à Gaza, il décidait de dissoudre la Knesset. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Mais bien sûr, il est très roué, Netanyahou. Pour se maintenir au pouvoir. Donc de dissoudre l'Assemblée israélienne. Absolument. Et il n'est pas impossible, à ce moment-là, au regard des enquêtes d'opinion qui prévalent ces derniers mois, qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Alors qu'on voit à l'instant Donald Trump descendre de l'avion, lever le poing droit avec sa fameuse cravate rouge, et donc il va serrer la main à Benjamin Netanyahu accompagné de son épouse. Il est tout seul, contrairement à ce que je vous dis. Il n'y a ni Jared Kushner ni Ivanka Trump qu'on attendait, mais qui sont pas là. Ils sont au pied, ils l'attendent au pied, ils ne sont pas dans l'escalier, ils sont au pied de cet escalier. Pour continuer cette question, à l'intérieur même du Likoud, certains parlent d'une reddition diplomatique. Est-ce que Donald Trump, qui est en train de descendre et qui va serrer la main à Benjamin Netanyahu dans quelques secondes, fait accepter une reddition, a forcé la main à Benjamin Netanyahu, ou pas du tout? Il lui a forcé la main sur un point. Accepter de signer un plan dans lequel le terme d'État palestinien est nommé, est explicitement inscrit. Mais c'est le seul point. Quand vous regardez les exigences qui furent celles pendant 2 ans du Hamas, aujourd'hui elles ont été très largement dépassées. On a affaire à un État d'Israël qui, certes sous la pression de Trump, a été obligé d'accepter ce plan, mais enfin l'essentiel du plan est quand même favorable à Israël. Je le répète, pour une raison simple, c'est que le rapport de force politique, économique, militaire, bien évidemment, aujourd'hui est très en faveur de l'État d'Israël. Un mot, Frédéric Ancel, parce qu'on doit passer à la question la gouvernance de Gaza sans le Hamas. Est-ce que c'est possible? Le Hamas a dit accepter de ne pas faire partie d'un futur gouvernement. C'est possible à condition d'exercer des pressions extrêmement fortes sur lui, et la seule entité qui doit exercer des pressions très fortes sur lui, ce serait une autorité palestinienne qui reviendrait légitimement, et je le dis légalement en droit international, dans la bande de Gaza. Merci Frédéric Ancel. Comme tous les jours, vous restez avec nous. C'est le moment de la question qui est retrouvée sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui ruse. Vous avez écrit notamment petite leçon de diplomatie, ruse et stratagème des grands de ce monde à l'usage de tous. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un stratagème qui a permis cet accord historique que l'on est en train de vivre aujourd'hui? Alors stratagème, je ne sais pas. Je pense que effectivement Trump a vraiment tapé du poing sur la table en jouant comme d'habitude le retenez-moi ou je fais un malheur. Bon,
Mais je pense que ceux qui ont, pour le coup, qui n'ont absolument pas adopté de stratagème et qui ont totalement perdu en mésestimant les adversaires, mais également les alliés potentiels, c'est le Hamas. Il y a 2 ans, il avait cru pouvoir abattre Israël. Aujourd'hui, il a obtenu très exactement, avec force, le fanatisme, l'inverse de ce qu'il avait préconisé. Vous avez également fait votre thèse sur Jérusalem, dont on n'a pas parlé, mais qui est une question essentielle. Comme il nous reste 10 secondes, est-ce que vous pourriez expliquer à un enfant de 5 ans à quel point Jérusalem est important aujourd'hui dans les négociations ? Jérusalem est extrêmement important pour ceux qui considèrent, parce qu'ils sont croyants, que cette ville doit revenir sous leur propre souveraineté. Et ça, c'est un point qui effectivement devra être nécessairement négocié dans les prochaines années, sachant que la ville restera sans doute sous souveraineté israélienne, mais que des aménagements religieux, spirituels, théologiques, cultuels peuvent évidemment un enfant de 5 ans ne comprend pas théologique, mais j'ai compris votre réponse. Merci beaucoup. En tout cas spirituel. Merci beaucoup Frédéric Ancel, merci d'avoir répondu aux questions de France Info. À demain Paul. À demain Agathe. Vous restez avec nous, je vous retrouve dans un instant pour les informer avec Renaud Dely.